Ce que rapporte le New York Times, c'est que l'Europe pousse Washington à reprendre contact avec Moscou au sujet de l'Ukraine, par crainte d'une vague de frappes russes cet hiver. Et au fond, il ne demande pas seulement à Washington de rester en contact avec la Russie. Il y a aussi la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Elle demande à Washington que s'il se passe quelque chose, s'il y a une forme de négociation, elles puissent y participer. Parce qu'elles craignent que les États-Unis décident peut-être de négocier seuls, sans les informer des détails de ces négociations. Que se passe-t-il? Et qu'est-ce qui fait si peur à propos de l'hiver, au point de susciter autant d'inquiétudes? Vous savez, il y a un proverbe russe, si vous n'êtes pas à la table des négociations, alors vous êtes au menu. Et les Européens sont au menu. En fait, ils ne sont même pas au menu. Ils sont le menu d'hier, qu'on a jeté de côté. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle est foutue. Elle est vraiment foutue. Enfin, l'Europe, laissez-moi reformuler. Le problème, c'est l'Union européenne. Parce que la Russie représente 42% de l'Europe, ce qu'ils détestent se rappeler. Et ils sont foutus au-delà de toute reconnaissance. Ils commencent déjà enfin à connaître des pénuries de carburant, d'aviation et de diesel. Et ça ne fera qu'empirer. La folie des États-Unis avec l'Iran ne va pas s'arrêter de sitôt. L'ego de Trump ne lui permettra jamais de se retirer. Et puis, il doit beaucoup trop à ses propriétaires israéliens. Et c'est bien là le problème. Même si vous rouvrez demain, vous avez déjà accumulé sur ces 5 derniers mois des déficits tellement énormes sur du pétrole qui n'est jamais arrivé sur le marché. Quoi qu'il arrive, il y aura des conséquences. Mais il y a aussi un autre problème. Ce n'est pas comme si les Européens avaient soudain décidé « Hey, on veut être amis avec la Russie ». Oh, ils détestent la Russie autant qu'ils l'ont toujours détestée. Ils veulent la dévorer vivante. Mais ils ont seulement compris qu'ils ne vivraient peut-être pas assez longtemps pour y parvenir. Parce que premièrement, ils ont suivi leurs 40 jours de... Enfin, c'était en réalité Rubio et Trump. Et les euro-vassaux ont simplement suivi, sautillant de joie et d'excitation, à l'idée de 40 jours de frappe intense contre la Russie. On va briser le dos de la Russie. On va leur refuser leur crème pour le visage à la bave de concombre de mer. Voilà, c'est ça qui va briser la Russie. C'est surtout une projection de ce que cela briserait en Amérique et en Europe, pas de ce que cela briserait en Russie. Parce que la plupart des gens ont tendance à projeter leurs propres valeurs et leurs propres faiblesses sur les autres. Donc, ce qu'on a vu, c'est que la Russie a commencé à gravir l'échelle de l'escalade. Et la Russie a coupé l'Ukraine de la mer et du rail. Je ne parle pas du rail, mais le rail est fermé aussi. Ce n'est pas tant parce que les lignes ferroviaires sont frappées, parce qu'elles sont assez faciles à remplacer, mais parce que la Russie, l'armée russe et les partisans russes actifs dans les zones russes de l'Ukraine, qui représentent les 2/3 de l'Ukraine, détruisent des locomotives à tour de bras. Et sans locomotives, peu importe à quel point votre réseau ferroviaire est performant, rien ne bouge. Et c'est là que le problème se pose. Non seulement l'Ukraine ne peut plus faire sortir ni faire entrer du matériel militaire, parce que l'Ukraine est l'une des plus grandes plaques tournantes mondiales du marché noir de l'équipement militaire. Et croyez-moi, le Pentagone le sait, et ils en tirent de l'argent. Mais elle doit tout de même exporter ses céréales. Et la majeure partie de ces céréales allait en Europe. Et l'Europe, par son éternelle stupidité, est sur le point de connaître, au moins pour les classes populaires, une famine. Une famine au sens tout à fait littéral. Les prévisions de récolte en Europe, hors Russie, pour cette année, sont en baisse de 40% par rapport à l'an dernier. C'est la moitié. Parce que, vous savez, le prix des engrais a triplé, et les agriculteurs européens n'ont pas les moyens d'en acheter. En plus, l'Union européenne
les dégénérés sataniques liés à Epstein qui dirigent l'Union européenne, ainsi que la plupart des pays européens, sont en guerre contre leurs agriculteurs. Littéralement. Regardez les Pays-Bas. Ils essayent de détruire les exploitations agricoles des gens. Et face aux nombreuses protestations, ils ont décidé, bon, pour sauver l'environnement, il faut donner des pilules à vos vaches pour qu'elles ne pètent plus. Au passage, ces pilules ont aussi tué les vaches. Et si vous ne le faites pas, vous allez en prison et on vous prend votre ferme de toute façon. Donc on vous ruine d'une manière ou d'une autre. Eh bien, le problème maintenant, c'est que lorsque vos récoltes chutent de 40%, les prix alimentaires vont exploser. Et quand vous n'avez même pas le diesel nécessaire pour distribuer ces denrées, vous commencez à avoir de sérieux problèmes. Et je dirais, vous savez, comme me l'a dit un ami italien, professeur en Italie, le problème des classes populaires en Italie, avant que tout cela ne commence, donc il y a un an, c'était qu'il y avait beaucoup plus de jours dans le mois que d'argent sur le compte en banque. Dès la 4e semaine, les familles pauvres ne pouvaient plus se nourrir. Elles ne peuvent pas faire durer l'argent. Et cela avant une forte hausse des prix alimentaires. L'Ukraine ne peut plus exporter les céréales, l'acier, le minerai de fer, les graines de tournesol et l'huile de tournesol, qui est essentielle pour les Européens pour faire frire les aliments. Ils ne peuvent pas les faire sortir des ports. Les ports sont fermés. Les ports sont détruits. Tous les navires sont touchés, qu'ils entrent ou qu'ils sortent. Et le rail maintenant, c'est hors de question. Alors, qu'est-ce qui reste? Les semi-remorques. Au mieux, on estime qu'elles peuvent transporter peut-être 5 ou 6% de la production agricole ukrainienne. Parce qu'au passage, les stations-service sont aussi mises hors service, pour différentes raisons, mais elles le sont. Donc ça limite ce qui peut être acheminé. Alors maintenant, les Ukrainiens sont essentiellement foutus. Et la conséquence, c'est que toute l'Europe est foutue, sauf la Russie. La Russie, elle, obtient 2 récoltes. Je sais que ça choquera la plupart des Occidentaux, en particulier les Américains. La Russie produit presque 2 fois plus de blé que les États-Unis et utilise environ 1/5 des engrais utilisés par le reste du monde grâce à ses terres noires. Eh bien, la première récolte qui est rentrée a été une récolte record. Et la deuxième récolte s'annonce comme une récolte record. Ce sera une récolte record. Donc, il y a beaucoup de céréales. Bien sûr, à cause de l'Amérique, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. L'Amérique prend pour cible des navires dans la mer d'Azov et lait de la mer Noire. Des navires céréaliers d'ailleurs, et il y en a pas mal. C'est autant de céréales qui n'arriveront pas en Afrique, ni dans d'autres endroits de ce genre. La majeure partie des céréales ukrainiennes va en réalité vers l'Europe. Une grande partie des céréales russes part vers des pays comme l'Égypte. L'Égypte dépend entièrement des céréales russes. Donc dans des régions comme l'Afrique et en Égypte, il y aura de la famine parce que les Américains ont détruit l'économie mondiale. Enfin, ils lui ont fait énormément de dégâts. Peut-être qu'ils ne l'ont pas détruite, mais ils lui ont fait énormément de dégâts. Ils ont détruit Twin Gulf Rice. Et maintenant, même le blé russe ne peut plus sortir, parce que les Américains cherchent à assassiner massivement une grande partie de la population mondiale par la famine. Je veux dire, c'est ce régime-là, ce régime psychopathe et cannibale qui siège à Washington. Voilà à qui nous avons affaire. L'Iran recevra du blé russe parce que c'est la mer Caspienne. C'est assez facile. La Chine recevra du blé russe parce que, vous savez, c'est juste de l'autre côté de la frontière. Mais des endroits en Afrique, des pays comme l'Égypte, vont connaître la famine. Et ils n'ont vraiment qu'un seul pays au monde à blâmer. Parce que tous les autres sont des putes de l'Amérique ou d'Israël et font ce qu'on leur dit. Et les Américains, avec leurs épouses, maris, propriétaires, familles ou vassals israéliens, appelez ça comme vous voulez, un cornet de glace qui se lèche lui-même, sont responsables de ce qui arrive très très bientôt.
C'est le plus beau cadeau que mon mari m'ait jamais fait. Je pense que les lignes d'approvisionnement vers l'Afrique sont très fortement sous pression en ce moment, non seulement à cause de la Russie, mais aussi de l'Asie occidentale. Ces deux situations se cumulent et exercent une forte pression. Je ne sais pas. Selon vous, que se passerait-il dans un avenir proche en Afrique si ces deux guerres se poursuivent? Eh bien, ces guerres vont continuer, évidemment. Il n'y a aucun doute là-dessus. La Russie, par exemple. Vous savez, les Européens paniquent parce que non seulement ils veulent être à la table des négociations, mais personne ne va les laisser y prendre place, parce qu'ils ne sont rien, qu'ils ne produisent rien et qu'ils ne peuvent rien y faire sauf mourir quand les Américains leur disent de mourir. Et ils le feront volontiers si l'Amérique les approvisionne. Les dirigeants, je doute que le cercle fiscal moyen ait envie de mourir pour les dirigeants, mais il faut le forcer à le faire. Les Européens ont besoin de carburant, les Européens ont besoin de céréales, et ils obtiennent rien de tout ça. Et la Russie ne va pas non plus leur en vendre. Personne ne fait confiance à qui que ce soit en Europe, à part peut-être Fico. Vous avez Fico, vous avez Babiš. Ni Fico ni Babiš ne sont des acteurs majeurs. Alors, négocier avec qui? Avec les Européens? Négocier avec qui? Avec Trump? L'Occident est dirigé par des maniaques qui ont brûlé tous les ponts qui aient jamais existé et n'ont aucune crédibilité. Personne ne leur fait confiance. Et l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est vont être les plus durement touchés par ces gens. Enfin, l'Afrique plus que tout le reste. Pour des raisons évidentes, l'Afrique connaît une forte insécurité alimentaire, ce qui signifie qu'il n'y a pas assez de nourriture et que les gens peuvent mourir de faim. Mais encore une fois, c'est aussi le cas de la Grande-Bretagne, si on y regarde de près. Enfin, regardez, la Grande-Bretagne se présente comme une économie du premier monde. Mais regardons ce qu'est réellement la Grande-Bretagne, à travers les magazines britanniques, les journaux britanniques. Je les suis depuis des années. Et même à des périodes bien meilleures, vous savez quels sont les taux de surmortalité hivernale au Royaume-Uni. Et il faut tenir compte du fait que certaines régions du Royaume-Uni n'ont même pas de neige, ou alors très peu. Vous savez, la température moyenne en hiver à Londres est au-dessus de 0. L'Écosse, c'est froid. Mais enfin, c'est l'hiver. Enfin, ce n'est pas l'hiver. Ce n'est pas comme en Russie. -20, -50 selon l'endroit où vous êtes. -65 selon l'endroit où vous êtes. Ça, c'est l'hiver. Là, c'est un hiver léger. Et les taux de surmortalité au Royaume-Uni, chaque année, par surmortalité, ils entendent des gens qui meurent de froid ou de faim, c'est entre 20 000 et 50 000 personnes par an. Surtout des personnes âgées qui meurent de froid. Appelons les choses par leur nom. Dans cette soi-disant nation du premier monde, ils sont incapables d'empêcher leur population de mourir. Lors des hivers les plus rudes, la Russie peut compter quelques centaines de morts, peut-être 1 millier. Certains seront probablement des sans-abri, ou des gens bloqués dans une voiture quelque part, dans une congère. Et là, on parle de l'Angleterre du premier monde, où 40 à 50 000 personnes meurent régulièrement chaque année, d'après leurs propres journaux. Suivez simplement leurs propres journaux. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Vous savez, là où un enfant sur 5 ou sur 4 naît dans un couloir ou dans un taxi parce qu'il n'y a pas de place à l'hôpital pour une femme enceinte sur le point d'accoucher. Voilà une partie du jardin du premier monde. Vous savez, le jardin de Borel. Je suis content de vivre dans la jungle. Vous savez, c'est tout ce que je peux dire. Je ne vais probablement pas mourir de froid. Je vais mourir de faim. Et si ma femme accouchait en ce moment même, on est presque certain que comme c'est déjà arrivé, on se retrouverait dans un hôpital. Pas dans le couloir d'un hôpital,
ni dans un taxi à courir d'un hôpital à l'autre pour trouver un lit libre. Alors ils sont paranoïaques. Mais oui, l'Afrique est dans une situation terrible. J'éprouve énormément de compassion pour ces gens. Ce n'est pas leur faute si, encore une fois, les Européens et leurs rejetons se comportent en parasites de l'humanité. Encore une fois, ils n'arrivent tout simplement pas à s'en empêcher. Et maintenant, ce sont des continents entiers qui vont payer pour ça. And now the whole continents are going to pay for this. Yeah, yeah, exactly. Let me Exactement. Je vais afficher la carte de l'Ukraine, avec la partie Est et la partie Ouest ici. Regardez, la Russie impose un blocus sur Odessa et Nikolaïev. Odessa here and Nikolaev. Right. Well, no, Nikolaev is not. Oui. Enfin non, Nikolaïev n'est pas un port à proprement parler. C'est sur le fleuve. Mais de toute façon, ils ne peuvent rien en faire sortir, parce qu'ils doivent descendre le fleuve. Oui, ils doivent passer sous le contrôle de la Russie. Maintenant, au nord d'Odessa, vous avez le port de Yuzhny, le port du sud. Ensuite, vous avez 3 autres ports au sud d'Odessa, le long de la mer Noire, puis encore 3 ports sur le Danube, qui forment la frontière sud d'Odessa. Ce petit... Tout est dans cette zone. Enfin, c'est plus que ça. J'aimerais avoir le contrôle de ça. Je le délimiterai. Regardez la frontière sud-ouest de la province d'Odessa, en Ukraine. Non, 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 au sud-ouest. Continuez à descendre. Descendez, descendez, descendez. Là, juste là. Remontez un peu. Là, juste là. C'est la frontière. Enfin, un peu plus bas, la frontière réelle. Non, non, maintenant un peu plus haut. Enfin, regardez la différence de couleur, juste là. Oui, vous parlez de cette zone-ci? Oui, oui. La frontière sud, c'est le Danube. Et il y a 3 ports le long du Danube. Ces ports sont aussi détruits, activement détruits. Et maintenant, d'ailleurs, la Russie détruit également les liaisons ferroviaires qui entrent et sortent d'Odessa, ainsi que celles de ses ports. Donc tout cela a été très activement visé. Alors oui, ces ports sont perdus. À toute fin utile, l'Ukraine est désormais un pays enclavé. Et à terme, ces ports redeviendront partie de Russie. Donc, alors, supposons que la Russie, voyons la réalité de ce qui se passe ici, en mer Noire, le blocus qui a lieu en mer Noire. Vous avez évoqué la liaison entre l'Ukraine et la Pologne. Oui, j'imagine que, pour la frontière avec la Biélorussie, je ne sais pas quel contrôle s'y exerce. Oh, c'est complètement fermé. C'est fermé. C'est fermé avec des troupes de chaque côté qui se font face. Donc oui, aucun trafic ne traverse cette frontière. Donc, à l'heure actuelle, le seul accès pour l'Ukraine passe par la frontière avec la Pologne, puis descend vers la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie, si je ne me trompe pas. Oh oui, oui. C'est tout à l'ouest de l'Ukraine, en gros. Et ici, nous avons Lvov, qui était censé devenir la prochaine capitale de l'Ukraine. Oh, ça pourrait encore rester la capitale de l'Ukraine pendant un petit moment après la chute de Kiev. Oui, ils évacueront probablement par là. La grande question, c'est de savoir si les Polonais les laisseront garder Lvov ou non. Alors, si vous deviez dire quelle frontière est la plus importante pour l'acheminement de fournitures vers l'Ukraine, laquelle serait-ce? Est-ce la frontière roumaine ou celle avec la Pologne? Ça dépend de quoi. Si vous essayez de faire parvenir vos produits sur le marché plus large de l'Union européenne, alors c'est la Pologne, sans hésitation. Si vous parlez des armes qui arrivent, c'est à la fois la Pologne et la Roumanie. En réalité, la majorité arrivait tout simplement par bateau. Mais comme ce n'est plus une option, et que le rail n'en est plus une non plus, d'autres problèmes se posent. Vous savez, les chars ne vont pas très loin par leurs propres moyens. Ce ne sont pas des véhicules à roues.
Les véhicules à chenilles ne supportent pas bien les longs trajets sur route. C'est un problème. Donc, en général, on les fait venir par rail. Ils sont acheminés sur des camions à plateau. D'une manière ou d'une autre, en général, vous transportez un véhicule lourd à chenilles. Et les véhicules lourds à chenilles ont tendance à vraiment abîmer les routes, sauf si la route est très renforcée pour supporter ce type de poids. Je veux dire, même un char soviétique ou russe, entre guillemets, léger, comme le T-90, qui est un char de combat moyen, fait partie des modèles les plus légers. Il pèse quand même plus de 40 tonnes. Donc il va quand même endommager assez sérieusement l'asphalte, à moins qu'il y ait une solide dalle de béton en dessous. C'est donc un gros problème. Alors oui, faire entrer cet équipement devient plus difficile. Le problème pour l'Europe et l'Ukraine en ce moment, c'est de faire sortir les céréales. Et pour donner un chiffre en dollars, l'Ukraine risque 50 milliards de dollars de recettes. Donc c'est 50 milliards de dollars de plus que les contribuables américains et européens vont pouvoir dépenser pour l'Ukraine. Donc, c'est une petite somme. Une petite somme. Pourquoi les Américains ne peuvent pas avoir des écoles, des soins de santé, des chemins de fer qui fonctionnent, et tout le reste? Parce que l'Ukraine en a besoin. Et les responsables politiques américains, il ne faut pas les oublier ceux-là. Quand vous construisez votre troisième McMansion, vous voulez quelques améliorations. Ça coûte plus cher chaque année. Ils ont besoin de davantage de pots de vin. Est-ce que je suis trop sarcastique? Am I being too sarcastic? You're silent. It was sarcastic, yeah. On vous réduit au silence. C'était sarcastique, oui. Le problème, c'est que certaines personnes ne le comprennent pas. Elles se disent « Oh, eh bien, je suis sérieux. Je suis sérieusement sarcastique. » Mais enfin, vraiment. Je veux dire, vous savez, ces politiciens, les politiciens américains. Si vous regardez le membre moyen du Congrès américain, il appartient à la classe moyenne supérieure, voire au bas de la classe supérieure, quand il entre au Congrès. Et le Congrès, c'est quelque chose comme 200 000 dollars. Je dois vérifier, je ne suis pas tout à fait sûr du salaire exact. Mais le membre moyen du Congrès gagne environ 240 000 dollars par an de salaire. Ce qui, au passage, si vous vivez à Washington et que vous louez une maison de ville à Georgetown, va pratiquement engloutir toute cette somme. Et très vite, ils sont tous millionnaires. Vous savez, j'adore un peu ça, les millionnaires, et plus encore le système américain. The American system. J'ai réduit mes factures à presque zéro grâce à un manuscrit oublié qui a plus de 200 ans.